Bueno, nuestros invitados, ustedes ya saben, son Carlo Massou, Michael Chenot, Anthony Guerret, Alexandre Benjamin Navet y Bernard Dubois. Vamos a arrancar ya con el primero, así que le damos la bienvenida a Carlo Massou. Lo invitamos a subir al escenario. Bienvenido, Carlo. Vamos a leer hola, ¿qué tal? Una breve reseña. Carlo es diseñador y arquitecto libanés que encuentra en la exploración de lugares nuevos y desconocidos la fuente de inspiración para sus creaciones. A través de estas experiencias descubre nuevas historias que comparte colaborando con artesanos y diseñadores locales, tejiendo una narrativa global basada en asociaciones únicas entre personas, culturas y materiales. ¿Con ustedes? Gracias. Buenos días todos. ¿Cómo estás? First of all, en français, j'aimerais remercier Laura et Juan Luis pour leur accueil à Buenos Aires. C'est vraiment un honneur pour moi et je pense pour nous tous d'être ici. Et je vais vous dire une vérité, c'est la première fois, je pense, de ma vie que je parle à autant de monde dans une salle. Donc si je suis un peu stressé au début et que ma voix tremble, ne vous inquiétez pas. Donc je vais vous raconter un peu mon histoire. Je viens de Beyrouth, un tout petit pays qui est juste au coin, enfin du Liban, d'un petit pays qui est juste au coin là-bas. Et voilà, je viens de Beyrouth, c'est une ville qui est au bord de mer et on vit entre la montagne et la mer. C'est une ville qui regorge énormément de sources, qui a vécu beaucoup d'histoires et qui, au fil des ans et au fil de l'histoire, est passée par différentes civilisations. Donc, on a été colonisé par les Grecs, les Romains, les Turcs, les Français, les Syriens, les Égyptiens, les Iraniens, les Irakiens. Et aujourd'hui, notre culture, un peu, c'est ce mélange de toutes ces cultures qui nous regroupent et qui font de nous, en fait, ce qu'on est aujourd'hui à Beyrouth. Et donc, toutes ces cultures, en fait, m'ont poussé à m'engager, enfin, à étudier dans les beaux-arts du Liban. Et là, je vous présente juste mon université au Liban, c'était ma classe, enfin, c'est où j'avais fait mes études. Et après avoir fait mes études, je suis allé en Suisse. Donc, c'était ma classe en Suisse, en fait. Donc, c'était un peu un choc culturel pour moi de passer d'un bordel absolu à un truc qui est, enfin, une classe qui est totalement clean et une culture qui était un peu différente. Et au fil des ans, enfin, après avoir passé du temps en Suisse, je suis rentré à Beyrouth. Et en fait, Beyrouth était une ville, enfin, qui était en train de se reconstruire. C'était un peu en 2010. Il y avait ces nouveaux immeubles qui étaient en train de se faire construire et tout à côté aussi, on avait ces anciennes bâtisses de l'époque du mandat français qui étaient en train de se faire détruire. Donc on ne savait pas à l'époque, en fait, si la ville était en train de se faire détruire ou reconstruire. C'était un boom immobilier en 2008. Et donc, à force de voir toutes ces machines en ville, c'était dans toute la ville. On voyait ces machines enfin, se propager dans toute la ville. Et en fait, au final, j'ai décidé de faire une petite maquette. C'était mon premier projet quand je suis entré à Beyrouth. C'était une petite maquette de cette machine. Et cette machine, c'était en fait une représentation un peu de la ville. Beyrouth a été ensevelie par des tremblements de terre et par des tsunamis 7 fois dans l'histoire. Et c'était pour moi la 8e fois où Beyrouth, on ne savait pas si Beyrouth était en train de se faire construire ou détruire. Parce qu'on était en train de perdre un peu notre culture, mais en même temps, on était en train de reconstruire une ville moderne. Et après ça, cette culture, en fait, en Suisse, quand j'étais en Suisse, j'avais remarqué aussi, en fait, que Beyrouth aussi, c'est une ville qui est basée entre l'Orient et l'Occident, qui cohabitent ensemble. C'est un peu la porte de l'Asie, mais aussi la porte de l'Europe en venant d'Asie. Et en fait, ces deux cultures qui se côtoient, la culture orientale, la culture occidentale. Et là, en fait, un jour, quand j'étais en Suisse et je prenais le bus, il y avait la polémique sur le voile.
Et cette polémique, enfin, je cherchais à faire mon projet de diplôme. Et en fait, quand je monte dans le bus et je vois ça, c'était les 4 types de voiles de l'islam. J'ai décidé de créer la première poupée arabe. Et en fait, j'ai créé donc, c'était un peu inspiré des poupées russes, mais l'idée était de créer des poupées arabes qui reprend un peu les différents types de voiles de l'islam. Et j'ai appelé ce projet Yarama, Yazen et Racha, qui sont mes 4 amis musulmans d'école, mais qui ne sont pas voilés. Et c'était juste un hommage, en fait, c'était une idée de rendre hommage un peu à la femme arabe du Moyen-Orient, mais en même temps, en tant qu'objet, enfin, ça servait d'un objet qui cache un autre objet. Donc c'était un peu, jouer un peu sur l'identité du voile, mais transposer en objet. Et en fait, j'avais présenté ce projet. Ce projet est resté dans les tiroirs pendant longtemps, jusqu'à ce que je rencontre mon galeriste Nicolas Lecomte, qui avait une galerie d'art, enfin de design à Beyrouth. On a fait la première exposition à Beyrouth de 60 poupées qu'on avait placées comme ça au sol. Et on a été repéré par une curator d'Italie qui nous a transportés à New York, Armory Show. Et là, on s'est retrouvé en face de Fontana et de tous les grands artistes modernes, enfin du monde. On s'est retrouvé là-bas et en fait, c'était un succès. Ces poupées, on fait parler un peu d'elles et voilà. Enfin, ça s'est bien passé. Et c'est très drôle parce que depuis que je suis là et que je me balade en ville à Buenos Aires, en fait, tous les piliers là qui sont dans la rue ressemblent un peu à ça. Donc j'étais là, enfin, je les vois un peu partout maintenant, c'est assez drôle. D'un autre côté, donc ça c'était un peu c'était vraiment des émotions que j'étais en train de retraduire en objets. Et là, en fait, je vais un peu parler un peu plus de produits. Là, c'était l'idée en fait de travailler sur une lampe. Enfin, quand on était petit, notre maman nous disait ne touche pas à la lampe, tu vas te brûler les mains. Donc il fallait pas toucher la lampe. Et on a toujours pu contrôler l'intensité d'un luminaire avec un potentiomètre sur un mur. Et là, l'idée, c'était la première fois de pouvoir toucher la lampe de sa main et en la haussant, hausser l'intensité de la lumière. Donc en fait, c'était vraiment pouvoir contrôler la lumière avec l'intensité, avec le mouvement d'un bras, ou enfin d'une main. Et on a décliné ce produit sur plusieurs aspects. Donc on pouvait, en haussant ou en baissant, on pouvait régler l'intensité, mais aussi en allant de droite à gauche sur 1 mètre ou sur un peu plus. Donc c'est des appliques murales. Et en fonction de la lumière qu'on veut, on règle l'intensité de nos mains. Après ça, on était invité à Maison et Objets à Paris. Et là, l'idée était de créer des conteneurs en marbre. Et l'idée est venue de mes différents voyages que j'ai fait un peu à travers le monde. Et l'idée était de retransposer les architectures que j'aime beaucoup. Enfin, je suis passionné d'architecture, de les transposer en petites maquettes. Donc on a la Villa Malaparte à gauche, on a le Colisée de Rome qui est au fond, on a des détails de Carlo Scarpa qui sont à gauche, on a le Guggenheim de New York, et tout ça on a créé une sorte de ville. C'est des petites maquettes qui servent de conteneurs et qui ont été déclinées aussi en différents types de marbre. Donc voilà la tour de Pise, et on en a produit pas mal. Et puis un jour, j'étais en train d'aller en Italie, en Sicile, et j'ai une société, une compagnie à Beyrouth qui me contacte, qui fait des carreaux, des cement tiles en carreaux, et il me demande de travailler sur un nouveau design pour les carreaux. Et j'ai été inspiré en fait par les figues de Barbarie qui se trouvaient énormément en Sicile. On a créé la première version de ce carreau qui a été multiplié et posé. C'était assez intéressant de voir comment on pouvait ajouter ou enlever même les fruits sur les carreaux. C'était une belle expérience sur ce projet. Et j'ai voulu continuer aussi à travailler mon côté social était de travailler avec des gens aveugles. On a pas mal d'associations de gens aveugles au Liban qui travaillent la paille.
Et c'était la première fois, enfin, l'idée était de leur donner une structure et que eux proposent de faire la paille. L'expérience était assez intéressante parce que à l'époque, j'étais en train de discuter avec eux sur WhatsApp et enfin, avoir des messages de quelqu'un qui est aveugle sur WhatsApp, enfin non-voyant sur WhatsApp, et pouvoir discuter des techniques de tissage avec lui était super intéressant, en fait. Et quand on s'est rencontrés la première fois, le seul moyen de pouvoir communiquer avec lui était de prendre sa main et de le faire toucher, en fait, exactement où était le problème dans dans chaque partie de la chaise pour pouvoir arranger ces détails. Et il a vraiment fait en fait un travail incroyable parce que j'ai essayé de reproduire ce tissage avec des gens qui travaillent la paille et qui sont voyants. Et en fait, on n'avait pas eu un résultat aussi précis que les gens qui étaient non-voyants. Je vais vous parler aussi un peu de Beyrouth, qui est ma source d'inspiration, qui est une ville que j'aime beaucoup. J'habitais à l'époque, avant 2020, dans une rue qui s'appelait la rue Manprayel. Et à l'époque, il y avait, avant la crise, il y avait ce bâtiment de Snøhetta qui était en train de se faire construire pour une banque. Donc c'était le headquarter dans une banque. Dans la rue aussi, on avait en fait un magasin qui s'appelle Oslo. On a un peu tout ce bordel des gens c'était vraiment, je vous montre un peu la vie de ce quartier, les gens qui prennent les poubelles, les chiens dans la rue, les oiseaux, enfin, les antennes. Et l'idée, j'ai été invité en Italie, j'ai été invité en Italie pour travailler sur un bijou. Et l'idée m'est venue, en étant inspiré de cette ville, de travailler sur une boîte à bijoux où en fait le bijou, au lieu d'être, quand il n'est pas porté, au lieu d'être caché dans une boîte, il est exposé. Donc c'était la première boîte à bijoux en fait, où chaque élément que vous voyez dans cette boîte à bijoux est porté. On peut le porter. Donc si par exemple si quelqu'un a pas mal de bijoux, au lieu de les mettre dans une boîte, l'idée est de créer une scénographie autour des bijoux et pour pouvoir les exposer d'une manière intéressante. Et chaque élément que vous voyez ici est une broche, une bague, des boucles d'oreilles, un collier qui peuvent être enlevés de cette maquette et portés. Et donc l'idée en fait était juste de pouvoir imaginer cette boîte à bijoux d'une différente façon. Et on est rentré dans les détails vraiment précis. On avait vraiment intégré des pierres précieuses. Dans les éléments de la boîte, et on s'est amusé un peu à créer King Kong en fait sur ce bâtiment qui était présent. Donc c'était vraiment l'idée de créer une belle scénographie par rapport à cette boîte. Et malheureusement en fait, après l'explosion qu'il y a eu en 2020, le port qui a explosé en 2020 était à vraiment 200 mètres de ce quartier où j'habitais. Et à l'époque, il y avait le curator du musée de Lausanne qui était venu avant et après l'explosion pour faire une exposition sur les designs libanais. Et cette boîte a été achetée par le musée de Lausanne et elle se trouve aujourd'hui là-bas. Je vous parle aussi je travaille pas seulement seul, je travaille avec ma sœur. Ma sœur est céramiste et on est très proches, moi et elle, et on se dispute toute la journée. On a deux caractères qui sont assez forts et deux caractères qui sont assez aussi confrontales. Et on a décidé un jour de bosser ensemble. Enfin, ma sœur est céramiste. Elle travaillé sur des murs de 9 mètres par 4 en raku. Et elle a aussi fait une maquette de Beyrouth aussi qui l'a inspirée. Donc c'était des immeubles de Beyrouth qu'elle a retravaillé en fait avec sa partenaire. Et c'était la première fois en fait où on était invités en Afrique du Sud, moi et elle, à Cape Town, pour travailler ensemble sur un projet. Et donc on est passé 3 mois là-bas ensemble en tête à tête, à se chamailler aussi tous les jours. L'idée est venue de travailler un peu sur les poupées de fertilité qui sont en Afrique du Sud. C'est des disques, et des objets géométriques qui sont superposés l'une sur l'autre. Et l'idée était de commencer par des maquettes de céramique
qu'on avait superposées l'une sur l'autre. On avait créé 3 modèles et puis on les a scannés en 3 dimensions. On les a coupés sur CNC en polystyrène et on a fait les moules, enfin les premiers moules en fibre de verre pour pouvoir les couler en bronze. Et on a créé les premières tables en fait en bronze. C'est des tables qui sont en bronze coulées. Donc, on a créé une série avec 3 moules différents. On a créé 6 tables en bronze. Et en fait, l'idée était vraiment de vouloir garder ces lignes que la machine, en fait, que le CNC, que la machine CNC nous donne. Parce qu'en fait, quand on travaille sur CNC, on a différents degrés de précision. Et là, c'était la première mèche qui passait sur la machine. Donc, en fait, toute cette cette texture a été vraiment voulue dès la première fois, qui donne un peu cet aspect brut et un peu cet aspect brut en fait qu'on recherchait dans la matière. Et donc, ce que vous voyez, c'est des tables qui sont faites en bronze avec des patines différentes. Et chaque table a été produite par 23 artisans. Donc, il y a 23 personnes qui ont travaillé sur chaque table, entre le couleur et la mousse, et le coulage et le soudage et le polissage. On a aussi travaillé, on a rencontré les Haas Brothers, qui sont des très bons amis à nous, aussi en Afrique du Sud. Et en 2018, on nous avait demandé de travailler avec eux sur une exposition. Et donc on est vraiment très proches l'un de l'autre. Et l'idée, c'était vraiment de partager un peu nos idées un peu. On a parlé beaucoup de sexualité, nous et eux, ils sont assez proches. Et eux, ils ont pas mal de travaillé sur leurs mains. Et l'idée était de combiner leur approche avec la nôtre. Et on a créé en fait une première table en bronze, qui est une petite table. C'est un sein renversé avec 2 mains qui la tiennent. Et c'était très sympa de travailler avec eux. Voilà, donc ça c'est du bronze poli avec un bloc de marbre en rose qui est inversé. Et on les a produits en Italie. Et là aussi, avec ma sœur, j'ai été commissionné de dessiner une fontaine pour un client à Beyrouth. Et l'idée était de travailler sur une petite bassine sympathique qui pouvait être posée sur une terrasse. Et là, on a pris un bloc en marbre de Carrare qu'on a taillé à la main. Et on a créé ces objets phalliques en céramique un peu qui font sortir de l'eau. Et donc voilà, donc en fait je vais vous parler, donc ça c'est moi et ma sœur. Donc on a créé en 2020 quand le Covid a commencé. On était vraiment à la maison en train de ne rien faire. Et ce qui était génial au Liban, c'est qu'on pouvait sortir un peu, on était en train de break all the rules et de pouvoir se balader un peu en voiture. Et l'idée est venue on était en tête à tête, on faisait rien du tout. Et l'idée est venue de travailler sur une série de meubles qu'on avait commencé. Qui avait avant le COVID, Antes del COVID nos habían invitado a Aspen en Estados Unidos y ahí encontramos, queríamos trabajar muebles en concreto, no queríamos que fuesen muy pesados, queríamos agregar esa alegría de vivir de los objetos, esos colores, queríamos crear algo colorido, divertidos. Así que repetimos la misma técnica que antes. Hicimos maquetas en poliestileno, escaneamos, que cortamos en CNC y después les rociamos concreto. Es una material que se ve sobre los edificios, ¿eh? Y la idea era de mejorar la técnica del jersey, chorrearlo en moldes y crear entonces una base en poliestireno y sobre esta base en concreto y controlar entonces el material final. Pudimos controlar el secado muy bien para adaptarlo a nuestra forma, para poder trabajar sobre las texturas.
Queríamos realmente tener una textura que no fuese rugosa, tampoco blanda, suave. Entonces, bueno, buscamos esta gama de productos y esto es lo que nos animamos a crear y tuvimos muchísimo éxito. Era la última etapa del COVID, la gente quería sentirse feliz en sus casas. En el Líbano las casas son muy grandes, mínimo 150 metros a 1.200 metros cuadrados, así que son espacios muy amplios. Y nos permitió entonces crear muebles inspirados en dibujitos animados, con colores. Y produjimos muchísimo con esta gama. Hasta que un día un arquitecto nos pide integrar una luminaria. Así que pudimos hacerlo, integrar una luminaria con esta técnica. Y pudimos trabajar entonces en diferentes técnicas rectangulares, basadas en una geometría, con formas orgánicas, que retoma la misma técnica haciendo moldes en cerámica y poder escanearlos para poder trabajarlos en 3 dimensiones. Creamos este tipo de consola, de mesa, con estos colores. Con muchísimos colores nos gusta trabajar. Y estas piezas tuvieron un éxito rotundo en Beirut. Hasta que pude trabajar muchísimo sobre estos muebles, decidimos ir un poquito más allá y creamos las primeras lámparas. Creamos una serie de luminarias que las llamamos shiitake, champiñones. Cada una de ellas mide 2,20 metros de alto. Muy interesante. Las trabajé con mis propias manos. Fue muy difícil integrar la luminaria y al mismo tiempo trabajar con la técnica. Bastante complejo, pero lo logramos. Y produjimos muchísimas y forman parte de muchísimas casas en Beirut. Y va muy bien con el espacio, con el diseño moderno, el arte moderno. Son luminarias que cohabitan perfectamente en el interior y en el exterior, van muy bien en el exterior. Tallamos el poliestireno con nuestras manos, es un esfuerzo físico muy grande para poder lograrlas. Y también trabajamos esculturas para algunos clientes, grandes luminarias en balcones, en Beirut. Una hermosa experiencia, la verdad. Y recientemente nos pidió un restaurante en Beirut que nos pidió que hiciéramos paneles con luminarias integradas. Y estamos trabajando en esto. Es algo complicado porque llegamos a una precisión perfecta con la madera y bueno, estamos con esto ahora. También les hablo de algunos proyectos, de algunas terrazas en las que he trabajado. Me encargaron diseñar una terraza. Una terraza que no era para nada linda, como pueden ver, y lo que pudimos hacer fue crear un sistema con irrigación de macetas y evacuación de aguas en fibra de vidrio, y pudimos crear un jardín en esta terraza que acompaña todo el largo de ese balcón, de esa terraza-balcón. Es una locación en Beirut, y el marido de la dueña de casa había pedido que incorporásemos de su casa de montaña algunos recuerdos, así que bueno, también los integramos, diseñamos los muebles.
ella coleccionista de maquetas de tortuguitas, entonces creamos un sillón, le hicimos 3 maquetas de tortugas que se encuentran en los 3 rincones del sillón, como pueden observar en rojo, muy pequeñas. Termino con esto, con este proyecto. Es una casa en Beirut. Muy simpático fue trabajar en esto. Nos dieron toda la libertad del mundo para trabajar sobre puertas verdes. Las casas en Beirut tienen tradicionalmente puertas verdes. Son edificios de 1920, entonces la idea era retomar esos mismos materiales y modernizarlos. Así que trabajamos sobre una puerta verde, moderna, laqueada, y creamos una chimenea. Al mismo tiempo tiene espejos en zigzag. Y enfrente tienen el jardín, y a través de ese zigzag, de esa chimenea, uno puede tener la vista del mar, y también del jardín en el zigzag se refleja. Trabajamos sobre el mismo principio de la terraza. Les muestro un poquito esta luminaria, la chimenea. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas? Muchas gracias, Carlos Masud, por esta charla. Vamos a invitar ahora a que Carlos... No te vayas, que ahora viene... Sí, vamos a invitar a Mariana Kratochwil, que va a subir al escenario para conversar con Carlos y hacerle las preguntas del público. Mariana. Bueno, muchas gracias, Cayetana. Sí, en representación de Revista Living, soy Mariana Kratochwil y voy a estar conversando con Carlos Masud para hacerle algunas preguntas de nuestro público que tienen contigo. D'accord. Así que... Je pense que j'ai compris. Creo que entendí, sí. Tenemos el traductor si quisieras cualquier cosita para ayudarte. Sí, cualquier cosa. Yo también me lo voy a poner. D'accord, merci. Bueno, Carlos, te transfiero algunas preguntas que tiene el público de diseñadores y de personas interesadas también en el interiorismo. Una de las preguntas dice, ¿en quién pensás cuando diseñás? ¿Tenés una persona en mente? ¿Pensás en vos, en clientes? Bueno, normalmente pienso en... Bueno, no puedo decir que pienso en alguien, pienso en un entorno, en función del contexto en el cual estoy trabajando, en función de lo que me pidieron también. En general, trabajo así. A veces son ideas que me surgen en una caminata o cuando estoy en la ducha. No hay un momento especial para ello. Esas ideas surgen así nomás. Perfecto. Vos contaste que trabajás con tu hermana, también mucho con clientes, en colaboración. ¿Es algo que recomendás a diseñadores trabajar colaborativamente o más bien individualmente con las ideas propias? Bueno, a mí me gusta trabajar de las dos maneras. Lo importante es siempre dominar tus ideas. Con mi hermana es distinto, pero cuando alguien viene y te impone sus ideas, se complica.
Entonces hay que ponerle un límite al cliente, porque el cliente a veces no tiene tu propia visión, a veces el cliente quiere copiar algo que vio en otra parte y nosotros estamos acá para hacer algo distinto. Nuestra idea en general es que puedan entender lo que nosotros le vamos a presentar para responder a su deseo. Y el trabajo con mi hermana se basa en muchos intercambios y una gran comunicación, lo cual hace que nuestro enfoque es nuevo en relación con lo que se ve normalmente. Te quería consultar, y acá también el público pregunta, ¿vos creciste en un hogar con diseño? ¿Es algo que desde siempre un poco fue parte de tu entorno? ¿Es algo que buscaste? Bueno, no, para nada no crecí para nada en un ámbito así. Mis padres no tienen nada que ver con eso. Mi padre es un hombre de negocio que no pudo conocer el arte. Yo nací durante la guerra civil en Líbano. La idea era poder sobrevivir durante estos años de guerra. Yo viví esto entre el 84 y el 90, sin acceso real al arte en ese momento. Quiero decir que los viajes que hice luego durante mi vida adulta o al final de mis estudios, cuando estaba en la universidad, estos viajes me abrieron la mente sobre arte y diseño y es algo que me gustó y que me volvió muy curioso y leí, aprendí un montón después de eso y me interesó el diseño y es como uno de los intereses de mi vida y ahora es parte de mi ADN. Acá hay una pregunta que dice, ¿cuánto de los nuevos materiales influye en tu diseño o es al revés? ¿Un diseño impone la búsqueda de un nuevo material? Vous pouvez répéter la question? ¿Puede volver a repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Cuánto de los nuevos materiales se refiere a productos, diferentes técnicas que hay, si eso es como un estímulo para crear nuevos proyectos o si es al revés, hay un diseño y para eso haces una búsqueda de nuevo material y tecnología? Oui, j'ai compris. Ok, entendí ahora. Bueno, diría que va en los dos sentidos. Son ambas cosas funcionan. El punto de partida puede ser una búsqueda que me va a permitir utilizar un material para concretizar lo que quiero hacer, o voy a buscar materiales que me van a permitir crear un objeto. Yo diría que ambos sentidos son cosas que sí que utilizo, trabajo así. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. En la última colección que hice con mi hermana, descubrimos materiales, nos permitió trabajar en formas y objetos que nos pidieron los clientes. Pero, por ejemplo, el alajero de plata nos permitió, empecé con la idea, ¿no? Y terminé con el objeto. Entonces, acá ven las dos posibilidades. Claro, unida y vuelta. Los dos enfoques. Los dos enfoques. Perfecto. Y bueno, y te hago una última pregunta. Que acá la pregunta va, ¿evaluaste diseñar para marcas masivas o considerás que tu diseño es difícil para lo masivo? Diría que no. Pensé en trabajar con marcas, trabajé con una marca belga, por ejemplo. Me olvidé el nombre, a ver. Bueno,
Trabajé para una marca belga que me compró el diseño de las piezas de mármol que les mostré al comienzo de mi presentación. Perdón, perdí el hilo. El nombre. Ethnic Craft es una compañía belga que produce muebles de madera que produce en Indonesia. Entonces compraron mis diseños. Yo no tengo problema en trabajar con grandes marcas. Estoy abierto para ello. No tuve la oportunidad de hacerlo hasta ahora. Diría que estuve muy ocupado en Beirut con la última colección que hicimos con mi hermana. Hubo muchas piezas. Produjimos más de 150 piezas durante estos 3 últimos años. O sea, es importante. Es una producción importante. Con lo cual, todavía no me encontré con una marca que me haga esta propuesta, pero para mí sería algo muy positivo. No tendría problema. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, seguimos con el seminario de Dara ID. Muchas gracias. Merci a vous, merci beaucoup. Merci.